bonjour à tous. Donc, Antoine Villa, médecin du travail en pathologie professionnelle à l'hôpital d'Atimone. Je remercie les organisateurs pour l'opportunité de présenter l'exposition professionnelle aux médicaments anticancéreux. Alors, pourquoi s'intéresser aux médicaments anticancéreux? Parce qu'on a une augmentation de l'incidence des cancers. En France, actuellement, un peu plus de 450 000 cas incidents. Par conséquent, on a une augmentation de la manipulation de ces médicaments. Actuellement, plus de 3 millions de séances de chimiothérapie par an en France. De fait, on va avoir une augmentation des expositions professionnelles. L'enquête Summer de 2017 apporte qu'il y a un peu plus de 91 000 professionnels exposés à ces médicaments. Ces médicaments sont potentiellement des molécules cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Si on s'intéresse au danger de ces molécules, le Centre international de recherche contre le cancer, on a classé un certain nombre de groupes certainement cancérogènes, au nombre de 13, probablement cancérogènes, au nombre de 11, et possiblement cancérogènes, au nombre de 7. Par ailleurs, la Food and Drug Administration aux États-Unis a classé un certain nombre de ces médicaments comme préoccupants pour la grossesse et la fertilité. À partir de ces données, le NIOSH, qui est l'équivalent de l'INRS aux États-Unis, a lancé une alerte en 2004 et a publié régulièrement une liste de médicaments dangereux à la manipulation. La dernière liste remonte à 2016 et il y avait un peu plus de 100 médicaments anticancéreux classés comme dangereux à la manipulation. Concernant la réglementation européenne, les médicaments anticancéreux ne sont pas classés par l'Union européenne puisque le règlement CLP ne prend pas en compte les médicaments. Donc, ça sous-entend que ces médicaments ne sont pas classés par l'Union européenne, qu'il n'y a pas de fiche de données de sécurité pour ces médicaments et qu'il n'y a pas de pictogramme destiné aux utilisateurs. Il y a seulement sur les boîtes de médicaments des pictogrammes destinés aux patients. Maintenant, concernant les dangers de ces médicaments pour les professionnels exposés. Alors, on a un certain nombre de publications qui rapportent des effets aigus. Alors, ce sont des effets assez subjectifs. On a des céphalées, des chutes de cheveux, des sensations d'irritation et j'en passe. Donc, ce sont des symptômes qui n'étaient pas constatés médicalement, mais c'était des informations recueillies par questionnaire. Pour la plupart, ce sont des études anciennes ou bien les dernières dans les pays en voie de développement et ces symptômes étaient rapportés notamment lors de la préparation de ces médicaments. Toujours concernant les dangers chez les professionnels exposés, il y a des effets génotoxiques qui ont été rapportés. On a de nombreuses études publiées, vous voyez, avec des tests de génotoxiques qui ont été effectués, mais 3 études récentes, 3 méta-analyses récentes qui rapportent des aberrations chromosomiques, donc une méta-analyse de 2017 qui regroupe 17 études, une autre méta-analyse de 2016 qui regroupe 14 études qui rapportent un excès de risque de test des comètes positifs chez les professionnels exposés, et une dernière méta-analyse qui regroupe 27 études publiées en 2016 et qui rapporte chez ces professionnels exposés un excès de risque de formation de micronoyaux. Alors, on vient de voir que chez les professionnels exposés, on a des effets génotoxiques et étonnamment, on a assez peu d'études concernant les effets cancérogènes en milieu de soins. Donc, j'ai retrouvé 2 études qui rapportent un excès de risque significatif de cancer du sein, du rectum et de leucémie chez des infirmières exposées. Et par ailleurs, 2 études qui rapportent un excès de risque non significatif de leucémie et de cancer du sein, toujours chez des infirmières exposées. Alors, après les effets génotoxiques, les effets cancérogènes, les effets
reprotoxiques. Là, on a bien plus d'études publiées. J'en ai recensé 23, dont 2 méta-analyses, qui rapportent un excès de risque de la fertilité, et 3 études sur 4. La dernière était négative de 2019, mais l'auteur rapporte que les infirmières étaient bien protégées, portaient régulièrement leurs équipements de protection individuelle. Des malformations rapportées dans 5 études sur 7, des avortements rapportés dans 8 études sur 16, des grossesses extra-utérines dans une étude sur 2 et des troubles menstruels. On voit que ces études, les premières ont été publiées au début des années 80 jusqu'à nos jours, et dans les dernières études, on a toujours des excès de risque, notamment des excès de risque d'avortement. Et ces études ont été réalisées dans des pays industrialisés, donc les États-Unis et la France notamment. Alors, qui est exposé? Alors, on a de nombreux professionnels exposés. On a vu plus de 91 000 professionnels, principalement des infirmières et des aides-soignantes. Là, c'est l'enquête Summer qui nous le rapporte de 2017. Les voies d'exposition, c'est principalement la voie cutanée, par contact direct ou indirect, contact direct avec le médicament, ou bien indirect avec des surfaces contaminées, ou bien lors des toilettes du patient, ou lors de la manipulation des excrétas ou du linge souillé. Par voie digestive, par défaut d'hygiène, parce qu'on ne porte pas ses gants, parce qu'on ne se lave pas assez souvent les mains, du fait probablement d'une activité main-bouche, du fait donc d'un tabagisme ou d'une onychophagie, donc des personnes qui se rongent les ongles, et possiblement aussi par voie respiratoire, notamment par l'intermédiaire d'aérosols. Donc finalement, on va être exposé, les professionnels de santé pourront être exposés à ces médicaments tout au long du circuit du médicament. Ça va de la fabrication, en passant par la préparation, l'administration et les soins aux patients, la gestion des déchets et des excrétas, et également le nettoyage des locaux et le nettoyage du linge. Donc, on a vu qu'on pouvait être exposé en manipulant le produit ou en manipulant le patient contaminé, traité. Les surfaces de travail sont potentiellement, elles aussi, contaminées. Une étude Endo en 2018 a fait elle a fait des prélèvements de surface dans différents services d'oncologie. Il y avait eu 84 prélèvements faits. Elle recherchait le cyclophosphamide 5-FU, et donc il montrait qu'il y avait pollution des claviers d'ordinateur. Donc on retrouvait ces médicaments sur les claviers d'ordinateur, sur les combinés de téléphone, sur bien sûr les faces externes des gants, les faces externes des préparations. Donc quand on reçoit des poches de chimiothérapie dans le service, il y a de nombreuses études qui montrent que ces poches sont contaminées, même quand il y a des suremballages. Elle en retrouve également sur les paillasses et également sur les poignées de porte. Elle a fait également cette même étude dans des pharmacies hospitalières, et là encore, elle a retrouvé à peu près les mêmes contaminations, donc les paillasses, les poignées de porte, les claviers d'ordinateur, les combinés de téléphone. Comment se contaminent finalement les professionnels de santé? Alors, Franzmann, en 2005, a mené 2 études. Il a équipé des pharmaciens, des infirmières et puis des ASH de patchs. Donc, il a dosé du cyclophosphamide. Il a posé des patchs au niveau des avant-bras, des bras, du front, du torse, du dos, des cuisses et des jambes. Et donc, il a suivi ces infirmières au cours de différentes tâches, notamment la manipulation des urines, la toilette du patient et le retrait des draps du lit. Et en fait, il montre il retrouve du cyclophosphamide, bien sûr, sur les mains des infirmières quand elles ne portaient pas de gants, donc, et également sur les avant-bras, puisque finalement, les professionnels de santé, la plupart du temps, ont des manches, des blouses à manches courtes, et donc les bras et les avant-bras sont dégagés. Et plus étonnamment, il en retrouvait au niveau du front. Pourquoi? Eh bien, parce que finalement, il y a certaines études qui montrent que
on se touche régulièrement le visage, hein, jusqu'à 25 fois par heure, et notamment la zone T au niveau donc, des yeux, du nez et la bouche 10 fois par heure, ce qui fait qu'on va, si on n'a pas les mains, si on ne sait pas laver les mains avant, eh bien, on va se contaminer le visage. Il avait pris la peine aussi de doser des anticancéreux dans les urines des patients qui étaient pris en charge par les infirmières. Et là, il retrouvait des concentrations relativement élevées de cyclophosphamide qui étaient de 16 millions, un peu plus de 16 millions de nanogrammes par litre. Il faut savoir qu'actuellement, les limites de quantification qu'on utilise en milieu professionnel, c'est de l'ordre du nanogramme par litre ou 10 nanogrammes par litre. Donc, on était très au-dessus de tout ça. Alors, on a vu que la peau peut être contaminée, on a vu qu'on peut avoir une activité main-bouche. Alors, comment vont être absorbés par voie cutanée ou par voie orale ces médicaments? Donc, une étude de 2011 de Odraska qui a pris de l'épiderme humain reconstitué et il a appliqué différents anticancéreux, en l'occurrence du cyclophosphamide, du 5-FU, du cisplatine et de la doxorubicine. Il a fait ces manipulations à 2 reprises. Et donc, il regarde le pourcentage d'absorption à travers la peau après 6 heures d'application. Et là, il montre que pour ces médicaments, on est à peu près de l'ordre de un peu plus aux alentours de 5%. En revanche, concernant l'épithélium buccal, donc reconstitué, il y a appliqué également 4 anticancéreux. Là, on voit que l'absorption est quand même bien supérieure, puisqu'elle est de l'ordre, pour au moins les 3 premiers, de l'ordre de 100%. Toujours cette même étude d'Odraska, donc étude in vitro, qui s'est intéressée à la vitesse d'absorption de ces médicaments anticancéreux. Donc, si on reprend notre épiderme humain, ici, vous avez la dose absorbée. Eh bien, il a étudié la cinétique de 15 minutes jusqu'à 6 heures après l'application. Et donc, on s'aperçoit qu'au niveau cutané, on a une absorption qui n'est pas instantanée, qui est plutôt retardée aux alentours de 2 heures après l'application et qui augmente progressivement avec un maximum, donc jusqu'à ces 6 heures à la fin de l'étude. En revanche, au niveau de l'épithélium buccal, là, on a une absorption qui est plus rapide, puisqu'elle est très rapide, hein, 15 minutes après le début de l'application. Ça augmente assez rapidement, avec un maximum là aussi, à la fin de l'étude, à 6 heures. Donc, on a vu que nos professionnels sont exposés. Par conséquent, ils vont pouvoir se contaminer et donc un certain nombre d'études rapportent des contaminations internes de ces professionnels. Donc, les études sont relativement anciennes puisque les premières datent du début des années 1980 chez les infirmières. Et alors, si on prend des études internationales, notamment une revue de Poupeau de 2016 qui rapporte des données de contamination des années 2010 à 2015, on voit que les niveaux le pourcentage de contamination peut être très variable d'une étude à l'autre, puisque ça peut aller de 0 à 55%, et même pendant la même période, Sasaka, un japonais, qui rapporte 90% de personnes contaminées. Concernant les études françaises, j'en ai identifié 6, et là encore, on voit que la dernière étude que je viens de publier, 60,8% de contaminés, avec une autre 3,4%. Donc, pourquoi finalement ces grandes variabilités d'une étude à l'autre? Eh bien, ça va dépendre, bien sûr, de la sensibilité de la technique analytique, puisque si vous avez une limite de quantification très basse, vous allez forcément trouver plus de personnes contaminées. Ça va dépendre également du moment du recueil du prélèvement urinaire. Si on le fait trop tardivement ou trop précocement, bien, on risque de ne pas trouver de contamination, en tout cas moins de contamination. Et ça va dépendre du nombre de biomarqueurs d'exposition recherchés. Si vous mesurez seulement un biomarqueur, vous risquez d'en trouver moins de personnel contaminé que si vous dosez 3, 4, voire 5 médicaments anticancéreux en même temps. Alors, on a vu
finalement les dangers de ces médicaments. On a vu que ces professionnels étaient exposés. On ne pourra pas agir sur le danger puisque on ne peut pas substituer ces médicaments. Donc, on ne pourra agir que sur l'exposition professionnelle. Donc, pour cela, eh bien, il va falloir protéger les salariés, les former et sensibiliser aux risques, donc les informer. Et par ailleurs, mettre en place une surveillance, notamment par l'intermédiaire de la biométrologie. Alors, on a vu que les professionnels pouvaient se contaminer par les 3 voies, cutanée, digestive, respiratoire. Et finalement, le meilleur outil pour faire la synthèse de ces 3 voies, c'est le dosage dans les urines, la biométrologie. Donc, pour faire de la surveillance biologique de l'exposition professionnelle aux agents chimiques. Parce que ça permet de détecter et de quantifier les biomarqueurs spécifiques de cette exposition. On va utiliser plutôt donc la matrice urine, parce que c'est plus pratique et c'est moins invasif. En revanche, on va avoir un écueil, c'est qu'actuellement, on n'a pas de valeur toxicologique de référence. On n'a pas de valeur limite biologique à laquelle on va comparer ces résultats. Ça sous-entend qu'il faudra faire en sorte que les niveaux de contamination soient aussi bas que possible au regard de la dangerosité de ces produits. Alors, la surveillance biologique de l'exposition professionnelle est recommandée. Alors, il y a une recommandation qui est sortie en 2017 qui émane de la Société française de médecine du travail et la Société de toxicologie clinique. Avec mes collègues, le docteur Lepage, Canal Raffin, nous avons fait des propositions pour la mise en œuvre d'une surveillance biologique de l'exposition professionnelle aux médicaments anticancéreux. Et plus récemment, l'ANSES recommande, pour les travaux exposant aux cytostatiques, donc recommandation de 2021, de faire un suivi des expositions des professionnels, notamment par la réalisation d'une surveillance biologique des expositions. Et quand cette surveillance n'est pas possible, à ce moment-là, elle propose de faire une métrologie de surface, des surfaces de travail. Alors, pour mettre en place la biométrologie, bien sûr, il va falloir faire une étude dans le service pour savoir quels sont les médicaments utilisés, quelles sont les quantités utilisées dans ce service, et à partir de là, voir s'il y a des indicateurs biologiques d'exposition disponibles. À ma connaissance, pour l'instant, en France, il y a 11 indicateurs biologiques de l'exposition urinaire spécifiques disponibles. Vous les avez ici. Les limites de quantification proposées sont en général relativement basses, de l'ordre du nanogramme par litre ou de la dizaine de nanogrammes par litre. Alors, assurez-vous, bien sûr, que le laboratoire que vous choisissez a une limite de quantification acceptable, que la technique est spécifique et après, il faudra regarder, bien sûr, vous avez la liste ici des laboratoires qui, à ma connaissance, proposent ce type de dosage. Ensuite, le choix du moment du prélèvement. Donc, on a vu qu'on pouvait avoir une absorption retardée de ces médicaments, notamment par voie cutanée. Donc, quand on a des médicaments avec des demi-vies longues, il est préférable de faire des dosages en fin de cycle de travail, après plusieurs jours de travail, 6 à 10 heures après la fin de poste. Pour ceux qui ont une demi-vie plus courte, à ce moment-là, faire seulement un dosage 6 à 10 heures après la fin de poste de travail. Il existe des recommandations concernant pour informer et sensibiliser les professionnels, donc des recommandations canadiennes, qui ont la particularité d'être en français, donc ça peut être intéressant, des recommandations du NIOSH, et puis des recommandations françaises de l'INRS, avec 3 plaquettes qui sont bien faites, et un ED ici. L'ANSM qui propose des bonnes pratiques de préparation,
Donc ça, c'est plutôt destiné aux pharmacies hospitalières. Et bien sûr, les recommandations de l'ANSES dont je viens de vous parler. Alors, pour protéger les salariés, eh bien, on a vu que la partie qui a été la plus exposée, c'était les mains. Les gants, habituellement, les plus protecteurs sont les gants en nitrile. Alors, faites attention parce que il n'y a pas de recommandation européenne pour les fabricants pour tester les gants aux médicaments anticancéreux. En revanche, il existe des recommandations américaines de l'American Society for Testing and Materials. Et donc, il est intéressant de demander aux fabricants s'il a bien testé ses gants pour ses médicaments en suivant ces recommandations. Alors, il est intéressant aussi de se procurer la fiche de données de sécurité des gants parce qu'on s'aperçoit qu'ils ne sont pas toujours imperméables à tous les gants, notamment là, cette paire de gants n'était pas, on va dire, était pas totalement imperméable à la carmustine ou au thiotépa. Donc, pour conclure, eh bien, il faudrait mettre en place régulièrement, au regard des recommandations émises, notamment par l'ANSES, une surveillance biologique de l'exposition professionnelle aux médicaments anticancéreux pour rechercher une contamination interne, notamment dans les urines. Et puis, des outils complémentaires, lorsqu'on retrouve une contamination, notamment, à ce moment-là, il faut faire une surveillance de l'environnement pour comprendre comment les personnels se contaminent, notamment en faisant des prélèvements surfaciques. Il n'y a pas de valeur toxicologique de référence, donc il va falloir, eh bien, pour rassurer les salariés, déjà leur expliquer que les quantités détectées dans les urines ou quantifiées sont extrêmement faibles, puisqu'on est de l'ordre du nanogramme par litre. Ça correspond à peu près à 1 grain de sable dans une piscine olympique. Donc, on est capable quand même de retrouver des concentrations extrêmement faibles. Et par ailleurs, il faudrait faire des campagnes d'information pour qu'ils prennent conscience de la dangerosité de ces médicaments, des tâches exposantes et des voies d'exposition. Et on voit, j'ai fait ça dans mon hôpital récemment, et on voit que finalement, les infirmières ne sont pas toujours au fait de ces informations. Donc, il faudrait mettre en place des formations et des informations et assurer, bien sûr, la traçabilité de ces expositions au long cours. Et pour terminer, si vous voulez en savoir plus sur comment faire de la biométrologie, nous avons, avec mes collègues, donc, fait des propositions pour faire de la SBEP. Je vous remercie de votre attention.